Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Paco, Salut Julien. comment tu vas ? Très bien, très bien. Ouais, écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, je reçois Paco de Bonaire. Donc, Paco, c'est l'animateur du podcast Les Investisseurs 4.0. Qui est un des premiers podcasts que j'ai écouté du coup sur l'immobilier, l'investissement au sens large. C'est un peu grâce à lui aussi que j'ai pris le goût des podcasts, voilà, lui et d'autres, mais en tout cas, il faisait partie des premiers. Donc, je suis très, très content de le recevoir aujourd'hui sur le podcast. C'est vraiment cool. Donc, merci Paco d'être là. C'est vraiment chouette. Merci à toi, Julien. Je suis très honoré d'être ici sur ton podcast. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est cool. En tout cas, ça fait quoi? Je sais pas, ça doit faire 1 an et demi peut-être que j'avais été invité sur ton podcast et qu'on avait fait un épisode. À l'époque, je t'avais proposé de faire l'épisode à 3 avec Sabrina, mon épouse. C'était un truc que tu n'avais jamais fait. Un plan à 3, enfin, je sais pas si tu avais fait des plans à 3 par ailleurs, mais c'était- en tout Oups. cas, un plan à 3 en podcast, je sais pas. C'était la première, ouais. En podcast, c'était la Euh, première, ça c'est sûr. un podcast, c'est la première. Le reste, tu le gardes pour toi, il n'y a pas de souci. On pourra se le dire en off. Mais donc voilà, c'était plutôt cool. En tout cas, bonne expérience. Enfin, je sais pas si tu as eu des retours, mais enfin, depuis, tu as fait pas mal d'épisodes. Mais nous, on avait eu de bons retours. En tout cas, c'était cool. Donc, Super. Non, non, franchement, des bons retours aussi de mon côté. C'était vraiment cool de voir un peu justement l'envers du décor d'un investissement aussi en couple, tu vois, et un peu la dynamique derrière tout ça. Donc c'était super de vous avoir. ouais, voilà. Puis c'est la thématique, effectivement, de ton podcast, hein. Comment investir quand tu es père de famille, donc avec des enfants, forcément, une conjointe ou un conjoint, et puis que tu as un boulot aussi, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, tu étais salarié, toi. Mhm. Ce qui est plus le cas maintenant, je crois. Donc, Ouais. tu pourras nous raconter tout ça. Le but de cet épisode, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Money Tree, il est un peu différent. Là, c'est plutôt une conversation, on va dire, comme entre copains, puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas échangé avec Paco. On n'a pas pu se croiser à Bordeaux au salon de l'immobilier. Dernièrement, on a essayé, mais le timing était un peu short. Donc, du coup, on en profite pour se raconter un peu, refaire le tour du monde, et puis voilà, devant vous, enfin en tout cas à vos oreilles. Donc, est-ce que tu peux nous dire où t'en es du coup, Paco, depuis justement que tu as monté les investisseurs 4.0? À l'époque, tu étais salarié. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, j'ai commencé le podcasting, on va dire, sur un peu la réalisation. Moi, j'étais salarié, en fait, pour faire un peu le fil, j'étais, salarié, j'ai bossé 15 ans dans la finance, j'étais dans une agence de notation, j'étais analyste, financier et j'étais en expatriation pas mal, j'étais au Brésil, en Angleterre également, et quand je suis rentré d'expat, en France, j'ai décidé de me mettre vraiment dans l'immobilier à fond. Enfin, j'avais commencé, j'ai fait un premier achat quand j'étais au Brésil, à distance, et puis, quand je suis rentré en France, j'ai eu le CDI, je me suis dit: «Waouh, ça y est, le CDI est arrivé et je vais pouvoir, enchaîner, m'endetter et enchaîner dans l'immobilier», et puis, je me trouvais face à la contradiction en même temps parce que j'ai eu, mes 40 ans, et puis j'ai eu mon premier enfant, et puis mon temps a été divisé par 2, et donc me retrouvais un peu dans la contradiction de, si tu veux, quand tu arrives à 40 ans, enfin, moyen de carrière, en fait, en général, tu as des postes à responsabilité, tu gagnes un peu plus d'argent, en termes de patrimoine, tu vois, les CGP te courent après et à côté de ça, te proposent des trucs un peu nazes, et et donc ton temps est divisé par 2, mais tu as la possibilité, tu es bankable d'un côté, tu peux t'endetter et gagner beaucoup, et puis, investir dans l'immobilier. Mais de l'autre côté, tu as pas le temps ou l'énergie forcément pour le faire, et donc de cette contradiction, je me suis lancé un peu dans le défi de dire, il y a moyen quand même de s'en sortir, de faire des investissements, qui sont rentables, qui soient intelligents, de se former et d'être actif, en fait, acteur finalement de la construction du patrimoine, et
Bah, pour un peu pour me motiver moi-même aussi, je me suis dit: «Je vais lancer, ça sous forme de podcast» parce que j'étais, gros consommateur de podcasts, à l'époque, je le suis toujours d'ailleurs et je me suis dit: «Je vais créer un peu un effet de communauté, ça va me motiver moi, peut-être que ça va motiver les autres aussi», d'aller chercher les infos, tu vois, auprès des acteurs, des de chaque acteur de la construction, voilà, de patrimoine, finances perso, organisation, développement personnel et tout ce qui peut nous aider en fait là-dedans. Et donc le podcast, il est né là-dedans, dans ce contexte-là, en octobre 2020, j'ai lancé ça et puis, depuis, j'ai pas arrêté. Mais pour répondre plus précisément à ta question, ce qui, j'étais toujours salarié jusqu'en mars de cette année où, je me suis, bah, en fait, le podcast a commencé à bien décoller, m'a permis, si tu veux, de pouvoir commencer à le monétiser, de voilà, me créer des revenus, en fait, à côté. Et je voulais aussi me lancer plus exclusivement et on peut en parler en plus en détail aussi dans le côté investissement immobilier où je faisais jusqu'alors pas mal de locatifs et je me suis lancé en marchand de biens du coup, faire des opérations achat-vente en me disant, qu'il fallait aussi que je dédie mon temps à ça, et c'est pour ça en fait que j'ai quitté mon job en mars et que j'ai sauté dans l'inconnu, pour me lancer dans ces 2 activités, marchand de biens et podcasteur, quoi. OK. Ouais, donc à la base, création du podcast finalement plus pour se former, tout en ayant un projet finalement, c'était une sorte de side business déguisé parce que bon, à la base, à la je pense qu'à la base, le but c'était pas forcément de faire de l'argent, c'est ça? Mais, c'était enfin en tout cas de le monétiser, mais c'était plus Mmh. pour apprendre, comme tu le dis, donc ça c'est cool et puis, tu investissais déjà dans l'immobilier, grâce au CDI comme tu le dis, hein. C'est vrai qu'en France, on est quand même bien attaché à ce CDI, enfin en tout cas les banques sont bien attachées au CDI pour, prêter de l'argent aux investisseurs, donc ça c'est toujours un peu problématique quand on veut investir. Mais, du coup, je veux bien que tu nous parles effectivement de ce que tu avais fait en immobilier, avant, avant bah, finalement de revenir en France, hein. Est-ce que tu avais pu investir déjà, quand tu étais expatrié? Parce qu'il y a toujours des complications, pour le faire, si tu peux nous l'expliquer? Et après effectivement, nous faire un petit peu la chronologie de l'investisseur immobilier que tu es ou enfin que tu as été et que tu es toujours et puis celui que tu es maintenant et avec la partie achat-revente notamment, quoi. Ouais, donc j'ai commencé à investir en 2017. J'étais au Brésil à l'époque, donc salaire, brésilien en réal. C'est En pas le Real Madrid, hein, pour ceux qui c'est pour les OK. fans de foot. C'est pas la crypto-monnaie du Real Madrid. Non, malheureusement, non, non, c'est le vrai réal brésilien qui avait à l'époque, on était sur, une inflation à 10 qu'on connaît maintenant un petit peu en France, mais là-bas, ils étaient habitués à ça, tu vois? Ils ont eu des périodes de grosse inflation. Contrat local, donc finalement, quand tu présentes tout ça, à un banquier français pour acheter de l'IMO en France, Mmh. et il est pas trop chaud. J'ai quand même trouvé à l'époque, il y avait encore le crédit foncier, qui était un bon prêteur. Donc c'est lui qui m'a, en dernier recours, prêté pour cette opération où en gros c'est, une enveloppe de 260 000 tout compris avec travaux, à Saint-Denis-Pleyel, donc à côté de Paris en fait, au nord de Paris. J'avais mis 100 000 € d'apport quand même dedans. Mais c'était aussi j'étais pas forcément très formé, à l'immobilier et aussi en fait le gros apport, il est aussi du fait que c'est pour ça que j'avais investi en immobilier au tout début, avant même que je me forme. C'était pour me dire: «Putain, j'ai du cash, qu'est-ce que j'en fais?» tu vois? Est-ce que je me force, en fait, à capitaliser dans quelque chose pour m'éviter de le dépenser, tu vois? C'était ça le premier truc. C'est une bonne solution pour se forcer à épargner et ne pas le dépenser n'importe comment, ouais, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Donc premier achat depuis le Brésil 2017. 2019, je rentre en France et là, j'enchaîne donc sur 2 opérations, sur Amiens, j'ai acheté 2 maisons. Chacune, enfin rénovation, construction de chambres en fait pour faire de la colocation. Donc 5 chambres par maison, 5 chambres, 3 salles de bain et voilà, vraiment des opérations vraiment cash flow. À l'époque, je m'étais vraiment j'étais basé sur le cash flow, si tu vois? C'était le gros truc, il faut que je fasse du cash flow, il faut faire du cash flow. Donc je me suis mis là-dessus et puis, donc ça c'était 2020, ouais 20-21 et puis encore un sur 2021, j'ai acheté un morceau d'immeuble donc de trois appartements, à Stein, donc à côté de Saint-Denis. Là aussi, on est sur, 360 360 000, tout compris, en cash flow, on va dire à 300-400, mais surtout un truc un peu plus patrimonial et si on fait donc du coup aujourd'hui j'ai 6 lots, tu vois? Si on fait, l'ensemble des 4 apparts plus les 2 maisons et en fait, en faisant peut-être un retour là-dessus, je me rends compte que finalement ce qui me crée le plus de cash, enfin ce qui me crée le plus de valeur si tu veux, bah, c'est finalement le 1er appart que j'ai acheté avec 100 000 € d'apport. Ah ouais, ouais.
Oui, parce qu'effectivement, tu dois avoir, un investissement enfin, ces 100 000 €, ils ont fait des petits, du coup, pour le coup, j'imagine et puis, tu dois avoir c'est là où tu dois avoir un cash flow, plus important, du coup, parce que tu as mis un peu plus d'apport, non? Donc tu as pas forcément trop de crédit en face aussi? C'est ça, alors sur le cash flow depuis que j'ai acheté, c'est vrai que j en fait je l'ai c'est un T3, une coloc de 2 mais, un T3 où je dégage à peu près 200 € de cash flow. Et sur un invest de 260 000, c'est pas, tu vois, Ouais. forcément énorme. Mais c'est pas vraiment ça, c'est plus que bon déjà, ouais, le fait que je perdais pas l'argent, mais en gros je l'ai acheté tout compris, je te dis 260, aujourd'hui il est estimé à 380, tu vois? Ouais, donc avec la plus-value latente que tu as aussi, effectivement, c'est là où tu as fait la différence et c'est là aussi souvent quand on fait la différence entre un investissement dit, patrimonial et un investissement pur cash flow qui prendra rarement de la valeur, quoi. C'est ça? Exactement, tu vois? Exactement et ça fait un peu la boucle avec ton livre, hein, tu sais, quand tu parles d'enrichissement latent, c'est exactement ça parce qu'en quand Ouais. tu regardes le cash flow qui te ramène dans la poche, tu vois, ça fait un peu briller les yeux et c'est bien, tu vois? Mais, c'est bien parce que tu t'imagines, en fait, que tu vas le dépenser ce cash flow. Je pense que c'est ça psychologiquement qui te fait dire, «Ouais, c'est bon», tu vois? Mais en fait, quand tu regardes sur 5 ans, voilà, j'ai plus de 100 000 € de plus-value sur un bien, donc tu le divises par 5, ça fait 20 000 € par an, tu vois? Tu imagines? Mais en fait, je C'est, pense que le cash flow, comme tu dis, c'est bien pour les impatients. Mais si tu es un peu patient, et que tu fais les bons calculs et qu'effectivement tu regardes 5 ans après, tu regardes en arrière et tu divises, par 5 années divisé par 12 mois, bah, à chaque fois tu te rends compte que finalement ton vrai cash flow, il est là. C'est juste qu'il faut être assez patient pour pouvoir, en tirer toutes les substances, au bout d'une certaine période, quoi. Et quand tu veux de l'instantané, bah, tu fais du différé à 100 et donc finalement tu capitalises jamais. Donc en fait, le jour où tu revends, tu dois t'ouvrir pour tout rembourser à la banque parce qu'en fait, tu as jamais rien remboursé comme capital parce que tu faisais du cash flow que tu as cramé et c'est vrai que bon, voilà, l'école du cash flow, elle est un peu elle a ses limites. Après voilà, moi je suis pas un pro cash flow comme tu viens de le dire parce que je l'ai écrit dans le bouquin, mais voilà, attention quand même à bien équilibrer effectivement ces stratégies, quoi. par contre, ce qui est puissant quand même, c'est, je trouve le recyclage. C'est-à-dire si tu pars dans l'idée que tout ce que tu génères dans l'IMO reste dans l'IMO, là, je pense qu'il y a des trucs à faire, tu vois? Coloc, LCD et que tu réinvestis sur du patrimonial et ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement, il y a c'est comme les intérêts composés, si tu gardes tout sur le même compte, voilà, ça fonctionne, mais il faut quand même une très bonne discipline et puis tu peux aussi le faire avec des plus-values, à la revente ou quand tu génères, une grosse partie d'apport finalement, quand tu génères une grosse plus-value, tu peux la splitter en plusieurs apports et aller finalement dupliquer sur d'autres projets aussi. Donc il y a plusieurs façons de le faire effectivement mais je suis Mmh. d'accord avec toi, c'est, l'un dans l'autre, quand on prend son profit, que ce soit de manière mensuelle ou une fois tous les 5 6 ans, faut le réinvestir, intelligemment, c'est ça la clé, en fait. Yes. Donc voilà et après donc OK, tu as ces silos, heu, là, entre-temps, tu lances le podcast donc fin 2020, voilà, là, tu apprends, en finalement, en recevant des invités, tu apprends. Qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça a fait chez toi, du coup, tout ça, de discuter avec tous ces gens-là? Bah, il y a ouais, enfin, une énorme richesse, tu vois? Intellectuelle et de motivation, en fait, parce qu'il y a 2 composantes finalement quand je trouve dans le podcast en général. Tu as l'information, et puis la motivation, l'inspiration, si tu veux. Parce que déjà inspiration avec les invités et avec t la communauté, déjà savoir que tu es pas seul, en fait. C'est un premier truc, tu vois? Tu commences à recevoir des retours de gens qui disent, «Ouais, c'est cool, j'ai bien aimé ce podcast, cet épisode, il y a ci qui s'est passé, moi ma situation c'est comme ça», tu vois? Tu commences à dire: «Ah ouais, il y a en fait, il y a du monde dans ce bateau», tu vois? Et et puis auprès des invités, ouais, c'est vraiment super parce que les gens se livrent beaucoup plus à l'oral, en fait, que sur un plateau télé ou sur, ou ouais, sur un interview, une vidéo YouTube, tu vois? Et ça, c'est un truc aussi que je trouve vraiment chouette dans le podcast, c'est que tu peux avoir des pépites parce que c'est un peu comme, tu parlais de qu'il fallait être discipliné, tu vois? Être patient dans l'immobilier. Dans le podcast, si tu veux, moi je trouve que les gens qui écoutent du podcast, c'est quand même pas la même catégorie que des gens qui veulent du tout fait, tout préparé, tu vois? Il faut aller chercher un peu des épisodes des fois d'1 heure, il faut aller trouver la pépite, tu vois? Donc il y a un peu de travail de recherche qui fait que en général, c'est récompensé, enfin, tu vois? Et et donc je trouve que moi, je trouve que je suis vraiment un fan du format podcast de toute manière, mais je trouve que tu trouves des trucs que tu trouves pas dans d'autres formats, donc Non, mais c'est vrai et en fait, je trouve que c'est, plus accessible pour tous, en fait.
que le format vidéo déjà, parce qu'effectivement, je pense que la facilité de consommation du podcast, elle est intéressante parce que tu peux le faire en courant, tu peux le faire en faisant la cuisine, tu peux le faire en roulant, tu peux le faire, en te baladant, tu peux le faire chez toi, en faisant le ménage, ce que tu veux. Heu et ça, je trouve que c'est cool déjà parce que tu as pas besoin d'être attentif sur un écran. C'est juste ton ouïe finalement qui est sollicité et ça, c'est chouette. Et c'est vrai que comme tu dis, je m'étais jamais fait trop la réflexion, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. J'ai l'impression que, les auditeurs, et attention, je vais lancer des fleurs à tous ceux qui nous écoutent, mais sont quand même plus smart et quali que, des consommateurs de YouTube, effectivement. Même s'il y a des consommateurs de podcasts sur YouTube, mais qui d'ailleurs ça perd un peu son sens parce que bon, un podcast sur YouTube, voilà, non mais enfin, c'est pas vraiment le modèle quoi, mais hem, c'est vrai que je suis d'accord avec toi et les retours que j'ai aussi, même si évidemment ils ont pas l'ampleur des tiens, c'est assez qualitatif, tu vois? Et j'ai pas c'est pas les retours que tu peux avoir sur des commentaires d'une vidéo YouTube, quoi. Mais j'ai jamais fait de vidéo YouTube, mais tu le vois, en fait, quand tu consommes du YouTube, tu vois les gens qui regardent ces vidéos-là et c'est pas effectivement, les mêmes qu'on a nous autour de nous. Après, c'est peut-être aussi dû à notre communauté propre, qu'on a construit aussi et c'est peut-être la qualité de ce qu'on fait aussi qui veut que finalement on on a l'audience qu'on mérite, hein. Je veux dire, ça va avec aussi, hein, peut-être. Mmh. Voilà. Mais je pense Ouais. qu'aujourd'hui, tu as fait un podcast qui est quand même, quali, tu vois, qui a bonne presse, avec une bonne récurrence, et cetera. Enfin, pour moi, c'est un tu vois, moi qui ai lancé un podcast, cette année, bah, je trouve que c'est super inspirant ce que tu as fait et comme je le disais au début de l'épisode, ce sont des gens comme toi ou Jérémy qu'on salue, Jérémy Nabet de Ça fait un bail, que je recevrai aussi, bientôt d'ailleurs, heu, voilà, qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont donné envie. Mais si vous m'avez donné envie de faire ça, c'est pas juste parce que, voilà, le format était chouette. C'est parce que vous avez su aussi en tirer, heu, un truc sympa, quoi et tu vois? Et délivrer une valeur, autre que juste, le format. Parce qu'il y en a plein des podcasts, in fine, hein, il y en a plein aussi quand tu regardes, le dernier épisode, ça date de 2020 ou 2021. Il y en a plein qui sont morts, il y en a plein qui sont essoufflés et des mecs comme vous, qui ont su quand même garder le rythme avec des invités de qualité et qui prennent le temps, tu vois, de monter les trucs, de résumer, d'échanger, et cetera. Bah, je trouve que c'est hyper plaisant, quoi. Voilà, donc merci. Bah, merci à toi, Gilles, ça fait plaisir. Mais Non, non, ça mais fait c'est cool, vraiment. et puis, c'est comme tu disais aussi un autre truc par rapport au podcast, c'est que, à la fois, je te disais, les invités donnent de la valeur, tu prends sur un pas sur un podcast, mais aussi toi, en tant qu'animateur, en fait, tu peux pas vraiment te cacher, et c'est ça aussi, je pense, qui te crée une sorte d'attachement vis-à-vis de la communauté, hein. C'est que les gens, enfin, ils qui écoutent un podcast, enfin, j'ai l'impression quand j'écoute un podcast que je suis plus, au courant de ce qui se passe derrière la tête de la personne qui l'anime que d'une vidéo YouTube, tu vois? Carrément. Et donc c'est plus vrai et donc c'est plus direct, à la fois avec l'animateur, à la fois avec les invités. Donc c'est ça qui fait qui rend le truc, vraiment puissant et je pense que c'est aussi un truc, tu sur le volet monétisation qu'il faut prendre conscience quand tu fais un podcast. C'est que je pense qu'il y a assez encore peu d'annonceurs qui savent, le pouvoir, tu vois, d'une audience quali. Mmh. Et moi je me suis confronté cette année, quand j'ai sur la partie monétisation, tu vois, pour, d'essayer de convaincre les annonceurs, d'un prix aussi par rapport à, tu vois, à des annonces parce que ils disent que c'est cher, ils comprennent pas forcément tous, pour que tu vois l'intérêt d'y aller même s'ils sont assez curieux. Parce que c'est un truc assez nouveau le podcast, mais ils sont pas encore au courant vraiment de la qualité, tu vois, de l'audience et c'est ce que je leur dis, j'essaie de les convaincre, c'est qu'en fait, tu passes pas à la radio, tu vois? Les gens à qui tu t'adresses, c'est des gens, qui adhèrent au message, qui adhèrent à donc tu as une responsabilité en tant qu'animateur parce qu'il faut pas que tu voilà, que tu donnes de la merde aux gens, mais derrière, c'est vraiment très quali et je pense que c'est de la qualité et que ça se paye, quoi. Bah, c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent font la démarche de nous écouter et à partir de là, tu sais que ta cible, elle est quand même beaucoup plus qualitative effectivement qu'une pub comme tu dis radio, télé où tu en fait tu elle est su la pub est juste subie en fait, tu l'as pas toi tu as pas décidé en fait de choisir de regarder une pub Erta pour le jambon quoi, enfin tu vois? Quand tu regardes la télé donc voilà, c'est la première qui me vient à l'esprit mais Ouais. du coup parce qu'elle dure quand même dans le temps. Mais voilà, alors que vous qui nous écoutez, qui venez ici, ou vous qui allez écouter les investisseurs 4.0, d'ailleurs, vous pouvez mettre pause. C'est pour ceux qui n'ont jamais écouté les investisseurs 4.0, vous pouvez mettre pause, aller sur Apple Podcast, Spotify, ce que vous voulez, et vous abonner au podcast de Paco. C'est vraiment. Si vous êtes abonné à Moneytree et que vous n'êtes pas abonné à Investisseur 4.0, c'est pas normal. Le contraire, c'est normal, parce qu'on a quand même moins d'historique. mais franchement, c'est pas normal dans l'autre sens.
Donc allez-y et si vous faites cette démarche-là, effectivement, c'est que, bah, vous êtes prêts aussi à nous écouter, à écouter ce qu'on a à vous dire et ce que les invités aussi ont comme valeur à vous apporter et ça, c'est effectivement, c'est trop bien. Comme tu dis, les annonceurs, à mon avis, ils sont pas aujourd'hui assez matures, pour comprendre le système. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait eu des échanges, voilà, la semaine dernière sur ça, hein. Mais voilà, moi, c'est une question que je me pose, ça viendra sur 2023, je pense, parce qu'effectivement, c'est hyper consommateur de temps. On en parlait avant de tourner l'épisode aussi, sur la partie délégation, du podcast. Moi, aujourd'hui, franchement, déléguer le podcast, ça me soulagerait, hein, déléguer de la post-prod notamment, hein, pas mal de choses. Après, ça a un coût, forcément et quand tu monétises pas, bah, tu fais vite la balance, tu te dis: «Putain, c'est con, OK, ça me prend quand même, quelques heures de monter l'épisode, mais tant pis, quoi, je vais m'y coller tant que» pourtant j'ai 10 000 projets, 10 000 trucs à faire, mais je me dis: «Putain, c'est con parce que tu vois, je peux pas sortir un truc pour déléguer sans que j'ai une rentrée à côté qui compense à minima, tu vois? Je cherche pas à gagner de l'argent avec, pas du tout, mais au moins que ça me coûte rien parce que là, ça me bouffe du temps et ça me bouffe du pognon aussi, quoi, finalement. Ouais, ouais, non, je te comprends, je te comprends tout à fait. Je pense qu'au démarrage, il faut que tu fasses toi-même un peu, et que tu monétises, que tu commences à avoir des rentrées avant d'avoir les sorties, effectivement. Mmh. Hem, mais ouais, ouais, non, mais c'est ce qui est enfin, je trouve le truc, qu'il faut voir quand tu crées un podcast, c'est vraiment sur la durée. C'est-à-dire, il faut que ça te donne du plaisir, il faut que ça te motive et donc effectivement, si tu perds de l'argent tous les mois, et que tu voilà, que tu perds du temps, ça va pas continuer mais faut que tu vois ça comme un truc, vertueux et s'organiser autour pour que ça soit moi, c'est comme ça que je vois en tout cas vraiment une partie de ma vie, de mon parcours, que je partage et tu vois, je donne et je reçois et que ça soit un truc vertueux. Donc organiser un système autour pour que ça soit pas un truc qui soit, un truc de plus dans ta journée à faire ou dans ta semaine, mais juste, voilà, intégré dans ce que tu fais au quotidien et qui nourrissent tes pensées, nourrissent le reste des autres trucs et c'est ça aussi que j'ai pensé par rapport au podcast, tu vois? Sur le faire sur les finances perso, l'organisation et tout parce qu'en fait, moi, enfin, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin d'aller voir ces acteurs et pour ma propre vie, tu vois? Comment je fais quand j'ai 2 enfants et que j'arrive à rien faire, j'ai envie de crier, j'en ai marre. Je vais voir quelqu'un qui parle de parentalité, qui dit: «Attends, c'est comme ça, tu vois? Ça se passe comme ci». Ou alors, tu vois, pareil dans les investissements immo ou crypto, je comprends rien, comment ça se passe? Je vais voir les gens et moi je m'enrichis et j'enrichis les gens. Tu vois, c'est vraiment vertueux, mais à la base, ça vient quand même d'un besoin purement égoïste qui est, «Donnez-moi les solutions». Moi, tu vois, Paco, quoi. Ouais, ouais, non, mais carrément. Mais après, moi, c'est la même démarche, hein, c'est que je suis hyper curieux de tout ça comme toi et du coup, effectivement, je me dis: «Quitte à me nourrir de ça, autant le partager au plus grand nombre». Après, voilà, j'aime bien aussi partager des choses que je consomme, hein, parce que c'est toujours mieux d'en parler, quand tu l'as déjà fait et je trouve ça cool effectivement de partager au plus grand nombre. Je fais une parenthèse, mais désolé pour ma voix, en fait, j'ai le Covid, donc je suis un peu je suis je suis un peu au fond du seau, mais je voulais pas annuler l'épisode avec Paco parce que, le meilleur moyen de ne rien faire, bah, c'est de se dire qu'on fait rien. Donc donc je pense qu'il fallait rester pas mal actif, mais voilà. Bon, vous me voyez pas à la caméra, mais je pense que j'ai les yeux qui brillent quand même et voilà. Je suis je suis pas au top de ma forme. Voilà, parenthèse refermée. OK, donc on a parlé du podcast. Il a décollé, pour finir sur le podcast, il a décollé quand, ce podcast Les Investisseurs 4.0? Tu as vraiment vu une cassure, tac, nette ou c'était progressif? Ouais, il y a eu une cassure, donc j'ai commencé octobre 2020, il y a eu une cassure, après l'été 2021 où j'ai pris beaucoup, beaucoup d'abonnés d'un coup. Je me suis retrouvé aussi enfin le podcast s'est retrouvé, dans les sélections Apple, pendant le mois d'août à peu près, tu vois? Je sais pas trop expliquer pourquoi, vraiment, mais ça a décollé. Donc c'est quand même presque un an après et puis après la progression a été beaucoup plus progressive quoi, graduelle et tout ça donc hem, il y a eu des cassures mais c'était pas, Ouais, enfin, il y a pas ouais. un événement il y a pas un événement marquant qui a fait que un invité marquant ou parce qu'en fait, c'est ça aussi, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'invité, il joue beaucoup et la manière dont lui va communiquer sur l'épisode, ça, il joue vachement, en fait et Mmh. tu vois, moi, bon, effectivement, je me dis, alors moi, je choisis pas un invité pour ça parce que pour le coup, j'ai reçu aussi des gens, qui étaient connus ni d'Ève ni d'Adam, tu vois? Voilà, qui avaient rien à vendre et tout ça, hein, c'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression que quand tu as quelqu'un, voilà, qui a des dizaines de milliers d'abonnés, c'est toujours plus facile pour, faire décoller un peu le podcast, quoi. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que, en fait, la ouais.
Bah, heureusement ou malheureusement, je sais pas comment tu vois le truc, mais effectivement, une grosse personnalité, bah, ça va vendre ton podcast, quoi. Ça va faire que les gens vont dire: «Ah, il y a lui dans le podcast, j'y vais», même si, en fait, ce qu'il raconte est plat. Hem, il est là et les gens vont voir et vont commencer à découvrir ton podcast. Mais à l'inverse, tu as aussi des sujets qui sont des thèmes qui sont très intéressants avec des gens qui sont pas connus et les gens apprécient aussi ça. En fait, j'ai eu 2 types de retours par rapport à ça. Il y a vraiment des gens qui me disent: «Bah, mes épisodes préférés, c'est» tu vois, typiquement, genre avec Yann Darwin ou tu vois, des gars qui ont plus de ouais, Anthony Bourbon et tout et à l'opposé, j'ai plein de gens qui trouvent vraiment super: «Ah, l'épisode avec Christelle, avec Julien, Sabrina», avec tu vois? Mmh. Qui se dé voilà, qui sont peut-être moins connus, mais où il y a beaucoup plus de valeur à ajouter et c'est les gens en général qui ont été vraiment au bout du l'épisode, qui ont décortiqué sur un thème vraiment qui leur a parlé quoi, donc il y a un peu les 2. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis il faut aussi que finalement, en dehors de la crédibilité que ça donne à ton podcast de recevoir quelqu'un qui est connu, il faut aussi que eux jouent le jeu, si tu veux que ça fasse décoller aussi, la communauté et cetera. Parce que si ça partage pas, que ça joue pas le jeu derrière, bon en fait, tu bénéficies pas non plus de leur communauté. Non mais c'est vrai. Enfin, Ouais, tu vois, moi j'ai aussi le cas de gens qui ont pas forcément joué le jeu. Alors je sais que s'ils l'avaient fait, franchement ça aurait vraiment mis un coup de boost au podcast, tu vois? Et c'est un peu dommage que des fois ça a ses limites, mais bon, voilà. t'inquiète pas, enfin, si ça peut te rassurer, moi aussi, multiples fois, je me suis fait des plans sur la comète: «Ouais, ça va partager», en fait, voilà, ça s'est pas fait. Mais après, il faut Ouais. pas faut continuer à aller de l'avant, c'est pas je comprends tout à fait aussi que quand tu as une certaine, notoriété, que tu pas forcément envie, tu pas besoin, tu vas te pousser le truc sur un podcast, quoi, tu vois? Ça, Non mais je le c'est comprends clair, tout à fait, c'est donc clair. Non, carrément. Bon, OK, et du coup, maintenant, alors tu disais que tu étais, donc tu étais marchand de biens, tu intégré un groupement, non? Tu avais pas intégré, le cercle MDB ou? ouais, tout à fait, ouais, donc qui est en fait un club d'investisseurs spécialisé dans le marchand de biens, donc et qui permet aussi, encore une fois, de faire les choses ensemble parce que ça, c'est très important de pas être tout seul quand tu fais, surtout quand tu passes de ton activité comme ça, marchand de biens. Il faut vraiment être formé et moi je le prends comme ça, je l'aurais pas fait tout seul donc être backé par des gens vraiment expérimentés, j'en ai besoin et ça me permet d'être plus rassuré et donc j'ai commencé, ouais, depuis cette année à me lancer donc là-dessus. Je suis sur une opération actuellement de d'achat, rénovation. Là, je suis en phase de compromis, hem, pour après le revendre donc ouais, début de cette nouvelle aventure. OK. En région parisienne, là, l'opération? Ouais, à côté de chez moi, un appart, un T3 où il y a une problématique de salle de bain un peu trop petite que je vais agrandir en fait sur un bureau attenant qui sert à rien parce qu'il y a 2 chambres en plus, et régler cette problématique, refaire à neuf le l'appart et qui est assez lumineux, un produit assez différent aussi de ce qu'il y a, autour dans le quartier. Bon environnement et tout, donc je pense que ça va prendre en valeur. Mais et puis voilà, le revendre en résidence principale sans doute avec, éventuellement un effet coup de cœur et tout, donc ouais, OK. l'idée quoi. Oh cool. C'est quoi les chiffres de tu peux nous dire un peu les chiffres de l'OP, tout ça? Ouais, bien sûr, alors, je l'ai acheté de 152, donc c'est un T3, il fait enfin 50 carrés au sol, 66, en tout, parce qu'il est sous les toits en fait, donc il a une petite entrée un peu charmante, dans une petite copro, au fond d'une cour, tu vois? Une petite copro, hem, bénévole et on est sur donc prix de revient à peu près 200 000 au total, hein, tu vois? Avec les travaux et tout et je pense qu'on peut le sortir à 230-240 OK. donc l'idée de te prendre une petite 15, lignette. 15-20 points de taux de Ouais. marge sur le prix de vente, quoi. Mmh. OK. Ouais, d'ailleurs, en marchand de biens, c'est ce que demandent les banques souvent, c'est donc, quand elles parlent de taux de marge, en fait, c'est du taux de marque. Quand on est marketeur, on fait la différence, mais, voilà, en fait, taux de marque, c'est sur le prix de vente et taux de marge, c'est sur le prix de revient. Mais elles demandent, un taux de marge sur le prix de vente, donc qui est un taux de marque, et elles demandent, souvent autour de 20 points. Les banques, enfin, je sais pas si c'est pareil par chez toi, mais, en tout cas, à peu près ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin moi, là, en l'occurrence, je suis en train en discussion avec la Caixa, je sais pas si tu connais? Ouais, ouais. Ils sont assez pour le moment, moi, ils ont l'air d'être assez open, hein, tu vois? Ils sont même open à des marges à 10, Ah ouais? ouais. OK, ouais, ça c'est on est plus dans des marges de promotion, sur 10 points, mais OK, ouais. Après c'est un petit invest, hein, 200 000 tu vois, de levée. Enfin, c'est pas un gros truc, donc je pense que Ouais, mais pour le coup, tu vois, sur les petites opérations, le mmh, risque finalement est quand même plus important parce que le moindre 10 000 €, ça te fait basculer,
Tu vois? Parce que finalement la valeur de l'erreur, elle est quand même, elle joue beaucoup en proportion, quoi, au final. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Parce que tu fasses Mmh. 240, que tu vendes 240 ou que tu vendes 230, finalement, tu perds quand même 5 points, tu vois? Mmh. C'est, ça va très vite, quoi. Ouais, 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 j'étais assez étonné, mais en fait, ouais, dans les discussions, on me disait qu'à 10 ça passait. Ah ouais, cool. Après peut-être aussi il y a une question de connaissance de la région. Encore une fois, on est en région parisienne quand même, tu vois? Il y a une certaine et puis bon, le projet, c'est de la rénovation, c'est pas, tu vois? Il y a pas, Mmh. énormément de trucs. Par exemple, tout ce qui est, menuiserie, toiture, il y a rien à faire là-dessus. Donc il y a des maîtrises de tu vois? Des maîtrises de risque aussi, je pense, qui rentrent en compte, quoi. Et tu mis pas mal de fonds propres sur l'opération? Combien ils te demandaient? Ouais, c'est 20 à peu près, 20. ouais, ouais, OK, 15-20. Ouais. OK. Et qu'est-ce que ça t'apporte le cercle MDB, du coup, sur, un projet comme ça? Bah, c'est surtout, enfin, au quotidien, en fait, d'entendre les problématiques des marchands, autres que ce projet-là, mais sur tous les types de problématiques, tu vois? Division ou autre, entendre ce que les gens ont fait, les erreurs qu'ils peuvent avoir commises, comment ne pas les commettre. Tu vois? C'est vraiment l'expérience, en fait. C'est ça qui m'aide beaucoup dans cette communauté-là et voilà, des coachings, en fait, au quotidien, enfin, du coaching, hebdomadaire, on en a 2 par semaine. Et voilà, c'est une sorte vraiment un peu de mastermind si tu veux, de gens qui ont fait les choses, sur ce secteur-là donc après, typiquement pour répondre plus à ta question sur ce type-là, voilà, je vais passer cette étude de cas avec eux. Est-ce que je me suis planté quelque part? Est-ce que j'ai oublié un truc? Tu vois? Ce genre OK. de feedback, quoi. OK, OK. J'ai un copain qui y est, d'ailleurs Mehdi, si tu nous écoutes, je te salue. Tu le connais Bien peut-être? sûr. Tu le Ouais, bien sûr, connais? bien sûr. Voilà. Super sympa Mehdi, ouais. Ouais, donc D'accord. effectivement, ouais, il déroule, pas mal d'opérations sur Toulouse. Et il me disait aussi que du coup, il y avait des gens qui étaient là juste pour prêter des fonds propres, c'est ça? Et donc servir d'apport et aider finalement, les gens à se lancer dans des projets alors qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de mettre un apport suffisant, quoi. Ça, c'est le gros, ouais, le gros avantage aussi dont j'ai pas parlé, ouais, effectivement. C'est que en fait, comme dans la communauté, si tu veux, tu commences un peu enfin, les gens ont le même état d'esprit, ont le même méthode, ont la même méthodologie, façon de voir les choses. Ben, en fait, tu te sens plus en confiance aussi. Si tu as des fonds, par exemple, mais que tu as pas le temps ou l'expérience ou quoi, de faire travailler ton argent par l'intermédiaire de projets qui sont rentables dans ce genre de configuration et inversement, tu vois, bénéficier du cash que tu peux peut-être pas avoir forcément ailleurs, auprès de marchands qui te connaissent parce que encore une fois, ils connaissent les méthodologies, comment tu fonctionnes et puis ils t'ont rencontré parce qu'on fait des rencontres aussi, en physique régulièrement. Donc c'est vrai que c'est une grosse partie intéressante, le financement et d'ailleurs, il y a des projets d'ouvrir un peu plus, je pense, même au-delà, tu vois? C'est pas encore tout à fait, fait, donc je vais pas balancer le truc en exclu, mais il y aura possibilité, je crois, à terme, de faire profiter aussi les investisseurs qui sont peut-être pas forcément dans le cercle, tu vois? Une sorte de club deal, à faire, pour bénéficier aussi de projets rentables et de bons rendements là-dessus, quoi. OK. Donc là, ça y est, ton boulot aujourd'hui, c'est podcast et achat-revente, c'est ça? Voilà. Fini le salariat, c'est fini. Comment ça s'est passé ton départ d'ailleurs, Tu eu du mal à partir, c'est parce que c'est toujours difficile, hein, de quitter un confort, quelque chose de régulier, un sujet que tu maîtrisais en plus, heu, pour se lancer comme ça? Grave, ouais, ouais et je crois que c'est plus difficile aussi justement quand tu arrives à des postes à responsabilité, tu vois? Moi, j'étais quand même bien payé. Hem, J'avais un boulot en termes de temps qui me prenait pas énormément plus que ça de temps, c'était assez intéressant. En fait, j'étais arrivé au bout, au fait, de cette démarche-là. J'aurais pu continuer, mais je trouvais plus vraiment un intérêt, tu vois? Là, c'était vraiment juste le feu à l'intérieur. Il me disait: «Pff», tu vois? J'ai plus vraiment d'intérêt, tu vois? Donc j'avais le confort, mais j'avais pas, l'intérêt intellectuel et donc ça m'a aidé à passer le pas et quand je suis parti, franchement, ça s'est vraiment fait facilement. Heu, voilà, j'ai démissionné, j'ai pas pu, bénéficier d'ailleurs pour la petite histoire, je suis en train de négocier avec, Pôle emploi pour pour recevoir des indemnités, quand même, tu sais, de retour à l'emploi quand tu crées une entreprise. Alors Heu, pourquoi du coup tu as pas pu être éligible parce que tu as fait une démission simple? non, c'est parce que j'aurais pu, parce que, avec une démission simple, si tu as en fait, il fallait avoir 5 années de salariat en France, en continu, Ouais. pour pouvoir bénéficier de ça et moi j'étais à l'étranger encore,
Tu vois, OK, j'étais OK, encore au OK. Brésil, donc j'ai pas 5 années en France, même si avant de partir au Brésil et en Angleterre, j'avais bossé au moins 5 ans en France, mais eux, il leur faut 5 ans de continuer. Donc là, je suis en train d'essayer de négocier avec la commission paritaire, si tu vois? Ah «S'il ouais. vous plaît, donnez-moi un peu». Bon, on verra, de toute façon, j'y compte pas, mais c'est juste pour te dire qu'en gros, je suis parti dans l'idée de j'avais du cash en réserve, j'avais une idée, j'avais un podcast qui commence à être monétisé aussi, donc ça c'est vrai que ça m'a donné aussi ce soutien-là de me dire: «Voilà, je suis pas à la paille sur la paille non plus» et voilà. Bon, OK, donc effectivement, encore plus difficile de se lancer comme ça, sans, sans se dire que tu allais avoir un revenu récurrent en dehors effectivement du podcast, quoi. Parce que l'achat-revente, et rien n'était fait, ça tournait pas encore et c'était un pari, quoi. Surtout que l'achat-revente, c'est vraiment un cycle long, quoi. Entre le moment où tu achètes et le moment où tu perçois l'argent, faut bien au moins compter 6 mois donc heu, non, mais l'autre aussi, intérêt, c'était de me mettre le coup de pied aux fesses, quoi, pour tout te dire, hein. Je me suis dit, si tu pars en disant: «Ouais, peut-être que je fais ça à côté», tu vois? Tu vas jamais vraiment, là, tu y vas et tu que ça pour, pour générer du revenu et soutenir ta famille, vas-y mon gars, tu vas mettre il y a un petit aspect comme ça aussi, je pense, Quand challenge, quand tu es au pied du mur, ouais, tu as pas le ouais. choix, en fait. Tu pas le choix. Non, mais c'est vrai, c'est un bon état d'esprit, je pense, pour aller, se sortir un peu les doigts, comme on dit, et être prendre un bon coup de pied au cul, quoi. Mais Ouais, OK, bon, c'est cool. Tu prévois de faire d'autres opérations? C'est quoi le rythme? Est-ce que tu prévois de t'associer pour aller plus vite? Tu quoi en tête à l'avenir pour, l'achat-revente? ouais, 1 OP, je la fais seul et après je vais m'associer, ouais, je pense. Sur d'autres OP, je pense continuer un petit truc un peu enfin, sur des petites OP pour le moment, et puis m'associer, ouais, là, je suis en recherche vraiment d'affaires actives sur ce type de configuration. J'aime bien les petites, rénovations parce que j'en ai fait sur le locatif, donc j'appuie un peu là-dessus avant de me lancer plus sur, tu vois, d'autres trucs comme, division foncière, ou autre. Bon, cool. Est-ce que tu as d'autres projets en dehors de l'achat-revente et le podcast? Ou tu as d'autres peut-être projets pour le podcast ou pour l'achat-revente d'ailleurs? Non, vraiment, mon projet, c'est de continuer à trouver une symbiose, une synergie entre cette activité, parce que je trouve qu'il y a vraiment, des trucs à faire là-dedans. Tu vois, de faire venir sur le podcast des gens qui peuvent, m'apporter et nous apporter, tous les investisseurs qui veulent, bah, suivre l'aventure et au travers de des invités qui peuvent leur profiter aussi. Heu, voilà, monétiser aussi et déléguer, donc être un peu plus organisé pour me passer plus de temps sur, vraiment recherche d'invités, contenu et tout ce qui est montage, le déléguer. Ça, c'est vraiment le truc, cette année. Et puis voilà, commencer un peu à balancer du bois, question achat-revente quoi, sur les OP, marchand de biens, quoi. Est-ce que tu penses que ça va, c'est quoi ta vision du marché là, sur l'achat-revente en 2023-2024? Ouais, je pense que des opportunités, il y en aura toujours, indépendamment de tout. Je pense que le financement, c'est clair que c'est compliqué et ça va être encore plus compliqué. D'où l'intérêt vraiment et encore une fois, la question du financement dont tu as mentionné là, le pooling et tout ça, ça va être de plus en plus, crucial en fait, de trouver les fonds. Des opérations rentables, il y en aura toujours. Par contre, il faudra, je pense, être plus, mieux formé parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a une vague un peu de marchands de biens là, de gens qui se lancent là-dedans parce que, typiquement tu arrives au taquet de ton endettement. Mais, c'est une activité vraiment qui, si elle est pas réglementée, en l'occurrence, elle est quand même assez risquée, faut dire ce qui est. Et je pense que c'est vraiment le moment enfin, pour se lancer là-dedans, faut être vraiment formé et être accompagné, je pense. C'est ça qui va te permettre de continuer, à avancer. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, il y a pas mal de gens qui font de l'achat-revente, type résidence principale. Je veux être exonéré de plus-value, donc je suis marchand de biens parce que j'ai acheté un appart, j'ai fait les travaux en y vivant dedans sans chauffage et puis après j'ai j'ai revendu en faisant une plus-value exonérée, Ouais. exonéré d'imposition, donc voilà. Mais non, attention, en plus, enfin, je le dis souvent quand j'interviens dans des podcasts ou quoi, hem, un marchand de biens, il a une garantie décennale, il a une dommage ouvrage, il est garant pendant 10 ans de tout ce qui va se passer dans le bien que vous avez vendu, vice apparent comme caché. Donc en fait, c'est quand même, c'est un sacré poids sur les épaules, quoi. Je veux dire, c'est quand même un vrai métier, il y a des vraies responsabilités et même si c'est pas une profession qui est régie par, une carte professionnelle comme la transaction, la gestion et cetera, ce qui est d'ailleurs étonnant, hein, parce que n'importe qui peut être marchand de biens alors que même si tu as été marchand de biens pendant 10 ans, tu peux même pas être agent IMO. Enfin, tu vois, c'est à l'inverse, c'est quand même, non mais alors, agent IMO au sens, avoir la carte professionnelle, hein. Tu peux être agent commercial d'un agent immobilier, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas la différence, mais
En tout cas, moi je trouve ça aberrant effectivement Mmh. qu'il y ait pas, de qualification minimale, ou, je sais pas moi, un test de compétences ou un truc, voilà. Après attention, hein, le revers du bâton, comme je le dis, c'est la responsabilité et c'est qu'en cas de problème, beh, tu as intérêt à assumer et c'est à titre personnel que tu assumeras quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça Ouais. que ça se passe. Enfin, je dis pas Ouais. toi, hein, mais tu assumes celui qui fait une connerie. Voilà. Non, ouais, c'est clair et depuis que j'évolue un peu dans ce monde-là, tu entends des histoires d'horreur quand même, de marchands qui sont plantés et genre, si c'est pas de la prison, c'est la ruine, à vie, c'est quand même chaud sur un chantier, tu vois? Enfin, sur une OP, tu joues ta vie un peu quelque part. Enfin, après bon, voilà, je pense que c'est des gens qui savent qui connaissaient le risque, mais qui quand même ont quand même joué, mais c'est ouais, comme tu dis, c'est quand même, grosse conséquence, quoi. Voilà, mais comme tu dis, ça fait rêver en ce moment. Enfin, j'en entends beaucoup. Je vais faire du marchand de biens, je vais faire du marchand de biens. Non, c'est pas je vais faire du marchand de biens, c'est soit tu es marchand de biens, c'est ton boulot. Enfin, ça peut être un boulot annexe, mais en tout cas, c'est un vrai métier. Soit tu dis juste je vais acheter un truc pour le revendre. Mais enfin, tu peux pas te proclamer marchand de biens si tu fais ça à titre perso déjà, parce que c'est pas. Il y a un code APE bien spécifique. Et puis, euh, faut pas oublier aussi qu'en tant que marchand de biens, avec l'obligation de revente, on a droit à un taux réduit au niveau de l'imposition. Donc ça te fait quand même grappiller 5 points de marge hein, à peu près en Mmh. plus, 4-5 points de marge, donc c'est pas négligeable. Mais en face de ça, bah, tu as des responsabilités que tu n'auras pas quand tu le fais à titre perso, ça c'est certain. Et ok. Pour le podcast, tu as des projets? Ben, j'ai lancé un nouveau format là depuis, lundi, en plus du podcast qui est, sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé un live en fait, questions-réponses, alors que je co-anime avec Léo Blanchet qui fait partie aussi du cercle et qui est un ami et collaborateur et marchand de biens aussi, donc lui qui a plus d'expérience pour le coup et l'idée c'était, justement en complément du podcast, d'essayer de faire un peu de travaux pratiques, de mise en application, donc et de reporter en fait, dans ce live, toutes les choses, qu'on a pu, les problématiques, les réussites, les fails, tout ça, que les gens qui sont dans la communauté ont pu avoir, et au travers donc de questions-réponses. Donc pour le moment, on fait des questions-réponses, on répond aux gens, sur leurs questions sur l'investissement immobilier de manière générale, tu vois? En toute, comment dire? Modestie, on va dire, par rapport à nos expériences et ce qu'on pourrait, leur apporter et à terme, je pense qu'on va développer aussi, des invités pour parler de thèmes particuliers, mais toujours sur le vraiment sur le profiter de la vidéo pour faire des partages d'écran et des cas concrets. Hmm. Pour, pas que ça soit un doublon du podcast et un podcast sur YouTube, mais que ça soit vraiment juste un complément, travaux pratiques et ça s'appelle d'ailleurs l'atelier, des investisseurs 4.0 où on apporte vraiment des cas pratiques et on se penche sur des trucs même si on n'a pas forcément la réponse tout de suite, on essaie d'orienter les gens, une sorte de mastermind, tu vois? C'est un petit peu, d'expérimentation, de laboratoire, enfin, que c'est un peu l'idée que j'ai, derrière, c'est en train de se mettre en place petit à petit, tu vois? Donc, mais, heu, mais d'ailleurs, je pense que tu vas sûrement recevoir une invitation formelle, Julien, pour, pour venir, Ok, avec plaisir, ça avec me ferait plaisir. super plaisir. On parlait d'un thème en particulier, mais, c'est le truc un peu nouveau, ouais, du moment, quoi. Non, mais c'est cool. Moi, ça me fera plaisir de participer. J'adore ça, le format questions-réponses. Je trouve que c'est bien. La spontanéité aussi, je trouve ça super chouette, tu vois. D'ailleurs, c'est le cas hein, quand on enregistre un podcast comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, on prépare rien du tout. Hein. On s'est juste dit, on La s'est fin juste d'un dit, mythe. voilà, mercredi, tel lien, telle heure, et voilà. Mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas de grosse préparation derrière tout ça. Le but, c'est que ça soit spontané. Et effectivement, le live, pour ça, c'est cool. Ça permet d'être hyper spontané et authentique, comme on disait tout à l'heure. Je pense que l'avantage du podcast, c'est l'authenticité des invités et de l'animateur, et qui se ressent quand tu écoutes. Et ça, c'est chouette, quoi. Donc, avec plaisir, je viendrai. Ouais, ouais, non, ça serait cool et puis bravo à toi aussi, hein. Je vais te féliciter vraiment pour ton podcast aussi, c'est cool d'avoir mis en application. C'est vrai on en avait discuté et cetera au tout début et ouais, la félicitation, je trouve qu'il y a vraiment des contenus de qualité, tu vois? C'est la même chose que tu fais en fait dans tes investissements, que tu répliques sur le podcast, tu vois? D'aller Ah, c'est chercher les sympa. les détails et la qualité et ça se ressent bien, quoi. Ouais, c'est sympa. J'avoue que ça a été un peu compliqué. Bon, j'ai fait un lancement en début d'année, février. Cet été, j'ai quasiment rien fait. J'avais d'autres priorités. Il s'est passé beaucoup de choses professionnellement parlant pour moi aussi depuis. Et du coup, et personnellement aussi. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Et là, effectivement, ça fait 2-3 mois que j'essaie de faire un épisode par semaine et que le but, c'est de rester sur ce trend d'un épisode par semaine. Je sais que tu as fait ça la première année. C'était, si je dis pas de bêtises, c'était très compliqué. Enfin, ou sur 2021 en tout cas.
mais c'était très compliqué, Mmh. de tenir un épisode. Enfin, tu sais que c'est du rythme, c'est chaud, je sais pas si tu es en flux tendu tout le temps ou si tu as toujours un ou 2 épisodes en stock, mais des fois, c'est un peu stress, quoi. Ouais, c'est clair, faut pas se retrouver la veille, «Oh merde, putain, il y a un truc à publier demain», quoi. Ouais, ça Ouais, ouais. c'est chaud, quoi. Non, j'essaie d'anticiper un max, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc là, maintenant, voilà, je suis focus sur un écosystème autour de l'immobilier, comme toi, de manière générale avec plusieurs activités et voilà, ça me permet de dégager quand même, un peu plus de temps pour le podcast. Et tu fais énormément de trucs aussi, quoi. Là, tu effectivement, j'ai suivi un peu tes aventures, tes Safety, puis Artae et cetera. Ouais, voilà, voilà, Ça a bougé, quoi. S Safety effectivement, une petite erreur de parcours et puis et puis voilà, mais pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'avais tout relaté sur LinkedIn, mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur LinkedIn, je vous invite à le faire. J'ai essayé d'être plus actif sur LinkedIn. Alors ce qui est fou avec LinkedIn d'ailleurs, c'est que moi j'ai une communauté plutôt pas mal sur LinkedIn, un peu plus de 4 000 abonnés et donc LinkedIn, hein, les 4 000 abonnés, c'est pas mal, hein, c'est pas comme sur Instagram, Carrément, ouais. ça commence à être, voilà. Le problème, c'est que j'ai une communauté qui est hyper marketing et digital. Et donc maintenant que je publie plus là-dessus, alors j'avais une super interactivité, hein, de super interactions plutôt avec ma communauté. Dès que je parlais de marketing, de trucs, etc., de digital et autres, de projets. Mais alors maintenant que je parle d'IMO ou d'investissement, je peux te dire que l'interaction, c'est zéro, quoi. Et c'est ouf parce qu'en fait, tu te dis, on parle d'un sujet qui concerne à peu près tout le monde. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui a 1 € à investir ou qui est juste, qui juste gagne de l'argent et dépense de l'argent, c'est-à-dire à peu près tout le monde, dans le monde, peut être intéressé par ce qu'on est en train de se raconter. Tu vois? Mmh. Toi dans tes épisodes, moi dans mes épisodes. Et au final ou dans mon bouquin ou enfin dans peu importe, dans n'importe quel support et tu te rends compte que les gens, j'ai l'impression que sur LinkedIn, ils sont flippés de liker un truc qui est pas en corrélation avec leur boulot, par rapport à leur employeur ou leur manager ou tu vois? Et c'est un peu, bah, moi j'ai eu ce syndrome un peu à un moment, tu vois? Je me disais: «Ouais, mais si je like ça, les gens vont voir que je fais de l'immobilier ou que je fais ci et tout ça» et au bout d'un moment, j'ai envie de dire: «Mais vous prenez pas la tête, quoi. Putain, vous êtes qui vous êtes beaucoup plus riche, de valeurs, d'esprit et tout ça en faisant tout ce que vous faites que juste vous cantonner à être monosujet, quoi». Ouais, carrément. Mais LinkedIn, c'est un peu la jungle, en ce moment et qui est en train de se faire, comment dire? Détourner, je trouve et c'est bien, hein, pour le bien en fait. Parce que LinkedIn, c'est une plateforme vraiment de divulgation, de la marque personnelle qui est, un peu plus professionnelle du coup que Facebook, mais le principe est quand même le même et il y a beaucoup de gens effectivement qui pen encore sont dans la vibe, LinkedIn, c'est quand j'y travaillais, c'est pour dire, que du bien de mon employeur, c'est pour trouver du boulot, tu vois? Et c'est plus ça en fait, mais il y a beaucoup de trucs à faire je trouve là-dedans et je comprends ton problème effectivement là, c'est plus la même communauté que tu as que tu as aujourd'hui. Tu devrais d'ailleurs parler à Caroline Mignot, je l'avais reçue, sur le podcast. Je sais pas si tu connais? Qui Non, a dis-moi? qui a qui a d'ailleurs un podcast d'ailleurs, on lui fait de la pub au Ah passage. mais qui fait du marketing? Ouais, qui Ouais, s'appelle, ouais, bah, alors elle en a un qui s'appelle Marketing Square, mais elle en a un autre ouais, qui elle a lancé qui s'appelle, je sais plus quoi sur LinkedIn, réussir sur LinkedIn, tu vois? OK. Mais bref, elle m'a un peu retourné le cerveau par rapport à comment utiliser LinkedIn et je pense que c'est un bon levier si tu sais l'utiliser, par rapport à ton conseil est complètement bon et d'ailleurs il est validé, c'est qu'en fait, il faut être vraiment soi-même. Mmh. C'est-à-dire que c'est ta marque personnelle, plus tu es toi-même et en direct et moins tu caches des choses et plus en fait les gens ils vont le sentir et ils vont aller te suivre. Donc bon enfin je te dis ça, mais moi j'ai pas, 4 000 connexions, tu vois? J'en ai un peu moins encore, mais Ouais, mais bon, après, tu peux avoir 4 000 et quelques connexions et si c'est juste des gens qui attendent que tu leur délivres de l'info sur du digital et du marketing, ben, moi, c'est plus trop mon univers. Alors évidemment, par défaut, tout ce qu'on fait, ouais. c'est digital, il y a du marketing, il y a de la com et cetera, mais même si le personal branding, c'est ni plus ni moins que du marketing, hein, il y a que ça. Mmh. Mais effectivement, c'est dur. Donc tous ceux qui nous écoutent, franchement allez vous abonner à nos pages LinkedIn. Au moins, ça fera enrichir un peu la communauté par des gens qui sont intéressés par, l'investissement et d'ailleurs, je partage pas du tout les mêmes choses sur LinkedIn que sur Insta parce que la cible est pas forcément la même et puis surtout, je vais partager des choses qui sont beaucoup plus entrepreneuriales et que sur Insta où on est plus dans d'autres sujets de contenu, quoi. Ta communauté, elle a pas mal, poussé aussi sur Insta, j'ai vu, du coup depuis les débuts du podcast. Pareil, c'est des épisodes des fois qui te boostent un peu ça ou, comme tu le disais tout à l'heure, où c'est plus linéaire en fait? C'est un peu plus linéaire, c'est pas mal, les invités qui ont des grosses communautés sur Insta, c'est aussi, des fois des contenus qui sont intéressants,
tu vois, des reels, des trucs comme ça, c'est un peu graduel, ouais. Ça a pas explosé, tu vois? Bon, cool. Bah, écoute, merci, Paco, c'était chouette d'échanger avec toi. Il y a quelque chose que tu voulais aborder qu'on n'a pas forcément abordé, Non, je crois qu'on a vu fait que j'ai rien préparé? ouais, c'est clair. Putain, il y a des gens qui vont être déçus là, ils vont dire: «Quoi? Ils préparent pas? Mais qu'est-ce que c'est?» Non, je crois qu'on a fait le tour, Julien. Écoute, ça me fait vraiment très plaisir de venir parler avec toi, en on ou en off, hein, dans tous les cas, c'est vraiment un plaisir toujours de suivre aussi tes aventures. Je trouve que tu as toujours des trucs, tu es toujours sur des projets, ça motive vraiment de savoir que voilà, on avance. Je trouve que on va dire le truc avec là, je vais laisser les auditeurs, c'est de se dire, heu, faites quelque chose, pensez que vous êtes pas seul, mais pensez que vous êtes vraiment dans une communauté de gens qui peut-être vous ont pas encore connus, vous connaissent pas encore, mais qui sont là, qui sont dans la même problématique que vous. Donc trouvez votre communauté, agrandissez autour, donnez beaucoup pour recevoir derrière, tu vois? Je crois vraiment beaucoup à cet effet symbiose et tu fais partie, tu vois, par exemple, Julien, de mon écosystème, même si on se parle pas tous les jours, je t'envoie pas des messages, mais j'étais là, du coin de l'œil et et ça me motive aussi, quoi. Bah, merci Paco, c'est très sympa en tout cas. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses et bah, nous aussi on t'écoute tout le temps, hein, via le podcast. De toute façon, on sait que voilà, on a toujours les notifs sur Apple Podcast ou autre. Je suis passé sur iPhone maintenant, donc c'est Apple Podcast, j'ai adopté. Mais Ah, enfin! voilà, voilà. Et d'ailleurs, quand je regarde les statistiques d'écoute, je me dis que j'ai bien fait parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas de beaucoup de gens, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas chez toi, mais moi, il y a beaucoup d'Apple fanboy, hein. Ouais, 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 bon, moi, je suis à peu près, 70 Ah c'est ouais, ça. 70. Ouais, tu as peut-être 20 Spotify et puis le reste, les autres, quoi. Ouais, c'est fou, hein. C'est Mmh. fou. OK. Bon, encore merci Paco, c'est cool. On se recapte bientôt avec plaisir pour un live, du coup, sur YouTube. Ma carrière de youtubeur démarrera à ce moment-là et non, franchement, je m'y suis essayé une semaine, j'ai arrêté, trop chronophage. Franchement, Ouais. trop Mais là, ça va, tu viens, les mains dans les poches, tu viens et tu ouais, parles dans le micro, non, ça va être light. ça je Ouais. sais faire, ça c'est bon, pas de souci. OK. Bon, écoute, merci Paco, c'est chouette. À très bientôt. Plein de bonnes choses pour tes projets, en tout cas, pour ce premier projet de marchand, pour les suivants aussi. Et puis, j'en profite pour répéter à tous ceux qui nous écoutent que si vous n'êtes pas déjà abonné aux Investisseurs 4.0, il faut aller le faire sur Insta, il faut aller le faire sur LinkedIn aussi, Paco de Bonheur. Il faut aussi aller le faire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc, a priori, quand même, 70% sur Apple Podcast, le reste sur Spotify. Et pour les autres, vous pouvez toujours vous abonner quand même. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Merci, ouais, avec grand plaisir, et vous serez bien les bienvenus, les Money Tree Boys and Girls, tous, bienvenus. Bien sûr, il faut y aller. J'espère bien quand même que que tu les accepteras à la porte, que le vigile les acceptera. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais en tout cas, c'est toujours cool de vous avoir à l'autre bout. À bientôt tout le monde. Ciao. Salut Julien, merci à tous. Ciao Paco. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.